Bitcoin a vocation à devenir la réserve mondiale de valeur, puisque c'est l'actif le plus rare et qui a tendance à capturer comme un trou noir les capitaux long terme dans le monde. Vous avez déjà réfléchi au fait que si tous les bitcoins sont immobilisés dans des ETF, dans des entreprises qui ne veulent absolument pas les bouger, il est possible que ça fragilise le réseau et notamment les mineurs qui sont rémunérés grâce aux nouveaux bitcoins émis et grâce aux frais de réseau. Mais plus on va avancer dans le temps, moins il y aura de nouveaux bitcoins qui seront émis. Et les frais, si le réseau n'est pas utilisé et si 80% des bitcoins sont immobilisés, entre guillemets, il y aura plus de frais ou peu de frais pour rémunérer les mineurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Alexandre Lézé, un maximaliste Bitcoin, directeur de la stratégie Bitcoin chez The Blockchain Group, ancien leader Digital Assets chez Accenture, avec une carrière remarquable dans des entreprises du CAC 40. Préparez-vous pour une discussion de haut niveau. Est-ce que tu peux rentrer du coup un petit peu plus dans le détail de ce que c'est qu'une Bitcoin Treasury et du Bitcoin par action? Une Bitcoin Treasury Company, c'est une société listée qui va utiliser l'élasticité des marchés de capitaux pour lever du capital et pour accumuler du Bitcoin et le détenir à tout jamais. Oui, c'est un risque pour la société, mais pas pour l'investisseur pour le coup, puisque l'investisseur il met 1000 euros, si jamais la société performe, alors il va récupérer des actions et donc il va gagner de l'argent. Par contre, si elle performe pas, il est censé récupérer l'argent qu'il a investi. Voilà. Alors c'est quand même aussi un risque pour l'investisseur, puisque si la société fait vraiment complètement faillite, il encourt quand même le risque de ne pas être remboursé aussi, mais il serait dans les premiers à devoir être remboursé. Ça, c'est le modèle qui a beaucoup développé Stratégie aux États-Unis. Il faut savoir que pour faire des obligations convertibles en monnaie fiduciaire, en fiat, en euros ou en dollars, il faut avoir des tailles de bilan considérables. Nous, ce qu'on a voulu faire, Blockchain Group en Europe, c'est le même instrument mais sans risque de crédit. Ouais. Et là, le risque, c'est quoi? C'est qu'en fait, il faille rembourser la dette. Et le risque, c'est qu'il faille rembourser la dette. Même dans le cas de stratégie, ils sont très à l'aise puisque, en fait, la valeur de leur dette convertible est considérable, mais elle ne représente que 20 à 30% de leurs actifs en total. Donc le Bitcoin peut faire moins 70%, et ils sont toujours dans une situation où ils peuvent remplir leurs obligations. Avant de démarrer l'interview, je voulais déjà vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait très plaisir. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un like, à partager l'interview si vous trouvez qu'elle est intéressante, à vous abonner également à la chaîne CryptoStalks parce que ça nous aide beaucoup. Et vous pouvez également nous écouter sur les plateformes de podcast comme Apple le podcast, Spotify, Deezer, etc. Donc comme ça, vous pouvez nous écouter sans forcément la vidéo quand vous faites votre sport, quand vous êtes en voiture ou alors quand vous êtes dans les transports. Tous les liens sont dans la description. Merci. Bonjour Alexandre. Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Très bien, merci. Bienvenue sur le podcast de Cryptost. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je te propose de te présenter en quelques phrases et de présenter ton parcours. Alexandre Lézé, Deputy CEO et directeur de la stratégie Bitcoin chez The Blockchain Group. C'est la première et la plus grande Bitcoin Treasury Company en Europe. Et donc le modèle consiste, dans un contexte où les institutions financières adoptent le Bitcoin de plus en plus, de fournir une forme d'exposition au Bitcoin aux investisseurs avec une forme d'effet de levier, sans pour autant que la société ait besoin de prendre elle-même un effet de levier, et ça c'est important. Et donc ce que ça a permis depuis les 8 derniers mois, depuis qu'on a lancé la stratégie, c'est d'être la société qui a le plus performé en France et en Europe, avec plus de 3000, quasiment 4000% de performance sur 8 mois, alors que le Bitcoin lui-même fait plus 50% sur la même période. Et comment on réussit ça? On réussit ça en faisant une augmentation du nombre de Bitcoin par action au fil du temps. Donc voilà la synthèse. Et pour résumer mon parcours, auparavant, moi je travaillais pour des grandes banques et des grands corporates. Donc j'ai commencé chez EY en tant qu'économiste. Je travaillais avec la moitié du CAC 40 en conseil pour les trésoriers d'entreprise et donc en ingénierie financière. Et donc par la suite, j'ai travaillé avec plus de 30 institutions financières pour l'adoption du Bitcoin, des actifs numériques, la conservation, les paiements, la tokenisation d'actifs financiers. Et c'est par là que en fait, je mettais en relation des entreprises Bitcoin avec des banques. Et à ce moment-là, il y avait The Blockchain Group qui avait complètement changé. En fait, le management avait changé, le board avait changé, les investisseurs avaient changé. Et ils souhaitaient lancer une stratégie de trésorerie Bitcoin et ils sont tombés sur moi. Et donc, en 2 semaines, nous avons décidé de lancer cette stratégie ensemble le 5 novembre 2024. D'accord, justement, j'allais te demander comment est-ce que cette stratégie avait été mise en place. Et du coup, la société actuellement, comment dire, les activités autres que la Bitcoin
Treasury, est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas? Parce que MicroStrategy, par exemple, c'est une entreprise aussi pas vente de logiciels, c'est une entreprise de vente de Exactement. logiciels. Ouais. Voilà. Strategy, effectivement, c'est la plus grande Bitcoin Treasury et la première Bitcoin Treasury Company à être lancée donc, depuis 2020. Et donc, ils ont réussi à faire plus 3000% de performance. Et à l'origine, effectivement, c'est une entreprise de business intelligence. Donc, de l'édition de software pour les entreprises pour analyser les données. Metaplanet au Japon, qui est notre comparable également, est une entreprise qui, à la base, avait des hôtels. Et donc, ils ont lancé la stratégie de Bitcoin Treasury. Ils ont fait plus 8000% en un an. Et donc, nous, en l'espace de 7-8 mois, on a fait déjà plus 4000% quasiment. Et nous, à la base, de Blockchain Group, a eu plusieurs vies. Donc, ça a commencé il y a plus de 10 ans avec une entreprise de médias qui ensuite s'est mis à acquérir de nombreuses sociétés, dont certaines qui n'étaient pas rentables finalement, qui a mené en fait à un redressement judiciaire. Et donc, à la fin décembre 2023, il y a eu un nouveau board, un nouveau management. Et en fait, toutes les sociétés qui n'étaient pas rentables ont été cédées ou liquidées. Et c'est ce changement fondamental qui est la raison pour laquelle j'ai rejoint en fait le groupe depuis novembre 2024 pour lancer une nouvelle stratégie, mais basée sur les 2 sociétés opérationnelles qu'ont conservé donc le board qui a repris le management et redressé la barre pour un retour à la rentabilité dès l'été 2024. En fait, c'est donc les sociétés Iorga et Triman et qui sont spécialisées dans le web développement sur mesure, en fait, puisqu'ils sont capables de faire au forfait pour les entreprises de taille intermédiaire en France notamment, en fait, des prestations applicatives sur mesure pour tout type de clients dans le web traditionnel également dans la blockchain. Et l'autre activité, Triman, là, spécialisée elle aussi du coup dans la business intelligence. On ne l'a pas fait exprès, mais c'est bien le cas. Et donc là, en fait, on a des experts, consultants qui viennent intégrer des solutions de business intelligence chez les clients également, notamment français, à la fois secteur public et secteur privé. Et donc, cette activité-là, ça génère à peu près 13 millions de chiffre d'affaires l'année dernière avec 1,3 million de résultats nets. Et donc ça, c'est à comparer avec les 150 millions d'euros qu'on a réussi à lever avec la Bitcoin Treasury Company. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la société est déjà énormément, du point de vue de la capitalisation boursière, principalement, une vraie Bitcoin Treasury Company avec une activité opérationnelle sur le PNL qui est importante puisqu'elle fournit la rentabilité importante pour le modèle. Mais d'un point de vue capitalistique, c'est déjà en fait la Bitcoin Treasury qui est finalement une business unit à part entière maintenant et qui permet de générer des gains importants pour les investisseurs d'un point de vue du Bitcoin par action. Ok. Est-ce que tu peux rentrer du coup un petit peu plus dans le détail de ce que c'est qu'une Bitcoin Treasury et du Bitcoin par action? Oui. Puisque je t'en parlais juste avant, mais on voit beaucoup de sociétés qui sont valorisées en fait plus que le nombre de Bitcoins qu'elles détiennent en trésorerie. Et est-ce que tu peux nous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il y a cette valorisation qui est supérieure? Tout à fait. Donc une Bitcoin Treasury Company, c'est une société listée qui va utiliser l'élasticité des marchés de capitaux pour lever du capital et pour accumuler du Bitcoin et le détenir à tout jamais. Voilà. L'objectif, c'est de ne jamais vendre. L'objectif, c'est de ne jamais vendre. Donc, il y a des principes clés de la stratégie de Bitcoin Treasury Company. C'est de lever du capital, d'accumuler du Bitcoin, de garder le Bitcoin à tout jamais, de ne jamais le vendre et de ne jamais le perdre. Voilà. Et 99,99% des sociétés passent à travers de ces 5 principes qui sont extrêmement simples. Et toute société, même privée ou publique, peut développer une stratégie de Bitcoin Treasury et adresser ces principes-là qui consistent à lever du capital pour accumuler du Bitcoin de manière permanente et surtout dans une perspective d'augmenter le nombre de Bitcoin par action. Et c'est là qu'il y a des dizaines et des centaines et des milliers de sociétés dans le monde qui ont du Bitcoin sur le bilan, mais très peu de sociétés, on peut même les compter sur les doigts d'une seule main, vraiment ont une focalisation sur l'augmentation du nombre de Bitcoin par action au fil du temps. Et donc ça, c'est très important, c'est comment la société est capable, pour un actionnaire qui vient et qui achète un titre de la société, qui a peut-être 0,1 Bitcoin par action, est-ce que la société est capable de lui générer peut-être 1 Bitcoin par action avec un certain horizon temporel? Et ça, c'est une proposition de valeur qui est exceptionnelle. Puisque pour l'investisseur, historiquement, pour avoir un effet de levier, il fallait aller sur des plateformes d'échange de crypto-actifs et prendre des leviers avec des appels de marge et des potentielles liquidations. Alors là, avec la Bitcoin Treasury Company, l'investisseur est capable d'investir dans une action,
de ne pas avoir d'appel de marge ou de risque de liquidation en tant que tel. Et la société, sans même prendre de levier elle-même, rien qu'avec de l'equity théoriquement, elle est capable d'augmenter plus rapidement le nombre de bitcoins sur le bilan que le nombre d'actions. Je donnerai un exemple très concret tout à l'heure. Mais c'est comme ça que la société est capable de fournir de la valeur aux actionnaires. C'est en augmentant au fur et à mesure du temps le nombre de bitcoins par action. Et alors après, il y a un autre facteur qui est le premium. Donc la société de gestion d'actifs Tobam, le premier gestionnaire d'actifs en France à avoir lancé un fonds ouvert Bitcoin en 2017, présidé par Yves Chefati, a publié un papier mathématique démontrant comment valoriser une Bitcoin Treasury Company. Et comment faire? Eh bien, il y a 3 facteurs. Il y a l'augmentation du nombre de Bitcoin par action, qui s'appelle le BTC Yield. C'est un peu un nom qui peut porter à confusion, mais c'est comme ça qu'il a été nommé par la société Stratégie, et donc il est adopté par toutes les sociétés aujourd'hui. Le deuxième, c'est l'exposition en elle-même au Bitcoin sur le bilan. Et donc forcément, si le Bitcoin fait x2 et que la société n'a que du Bitcoin sur le bilan, eh bien ça a un impact, il faut le valoriser. Et le troisième, c'est le premium. Et le premium, on peut le traduire comme l'anticipation des acteurs du marché entre l'exposition au Bitcoin et son évolution, et l'augmentation du nombre de Bitcoin par action. Et alors, Adam Back, qui est un de nos investisseurs principaux, qui est la seule personne mentionnée dans le livre blanc de Bitcoin, a lui ajouté une nouvelle métrique qui consiste à dire, oui, le premium, c'est important. Alors, il peut être de x2, il peut être de x10. C'est la différence entre la capitalisation boursière, par exemple, de 50, avec le nombre de Bitcoin sur le bilan, par exemple, de 5 millions. C'est entre 5 millions et 50. Et ça fait un x10. C'était notre situation à la fin de l'année 2024. On avait environ 40 bitcoins sur le bilan et on avait une valorisation qui tournait autour de 40 millions, 50 millions. x10 de premium. Sauf qu'en mars, on a été capable de lever pour environ 40-50 millions d'euros. Et donc, en une opération, on a complètement mangé le premium. C'est-à-dire qu'on a converti un premium qui existait avant, parce qu'on avait 4 millions de bitcoins sur le bilan et 40 millions de capitalisation boursière. Eh bien, en mars, on a été capable de lever pour environ 40 millions d'euros et ajouter du coup l'équivalent sur le bilan en bitcoin, ce qui a permis en fait de convertir le premium en valeur nette pour la société en bitcoin. Et en faisant cette opération, on a multiplié le nombre de bitcoins par x15. On est passé de 40 à 620. Et par la même opération, on a augmenté le nombre d'actions émises ou à émettre 2 x 2. Et donc, c'est ça qu'on appelle un BTC Yield. C'est la capacité de la société à augmenter plus rapidement le nombre de bitcoins sur le bilan que le nombre d'actions. Et donc, la relution, c'est-à-dire la valeur apportée aux actionnaires en bitcoin, est plus importante que la dilution en actions. Donc, si je comprends bien, la part de bitcoin par action a fait x20. Suite à cette opération-là. Alors effectivement, on est passé d'un nombre de bitcoins par action, ça a été multiplié du coup par à peu près x8, puisqu'en fait, il faut comparer un nombre de bitcoins multiplié par x15 avec une dilution de x2. Ah oui, pardon. Et donc du coup, de manière un peu schématique, division 15 par 8, par 2, on obtient à peu près x7, x8. Et c'est ça que l'on appelle un BTC Yield. C'est qu'on vient augmenter le nombre de bitcoins par action. Et c'est ça qu'on appelle cette forme de rendement. Ce n'est pas un rendement dans le sens traditionnel, puisqu'il n'y a pas un dividende qui est versé, mais finalement, ça augmente la valeur sous-jacente de l'action. Et donc, ce qui s'est passé suite à cette opération de mars, c'est que l'action est passée de à peu près 0,4 à 5,50 €. Voilà, en l'espace de 3 mois. Alors, on a fait d'autres opérations entre-temps. Entre-temps, on a aussi levé 100 millions d'euros de plus. Et alors là, c'est un autre exemple de BTC Yield et d'augmentation du nombre de bitcoins par action. On avait donc, après l'opération de mars, on avait une capitalisation, en prenant en compte les actions à émettre, de l'ordre de 150 millions d'euros, alors qu'on avait 50 millions d'euros sur le bilan. Eh bien, en 2 mois après ça, on a réussi à augmenter la valeur du Bitcoin sur le bilan à environ 150 millions d'euros. Et donc, on a à nouveau pu convertir quelque chose qui était à l'époque un premium dans une valeur nette pour la société. Et donc, Adam Back, l'indicateur qu'il vient ajouter pour analyser une Bitcoin Treasury Company, c'est de savoir combien de temps a besoin l'entreprise pour convertir le premium en valeur nette pour l'actionnaire. Et donc, ça veut dire que si l'actionnaire achète aujourd'hui l'action, à un premium de x5, à un premium de x10,
sur une base totalement diluée, c'est-à-dire en prenant en compte les actions émises et à émettre dans le futur avec des instruments de dette, on y reviendra. Alors, si l'investisseur achète aujourd'hui avec un premium, combien de temps va être nécessaire pour l'entreprise pour transformer ce premium dans une vraie valeur nette en Bitcoin pour l'investisseur? Et après ça, pour l'investisseur, ce n'est que du rendement Bitcoin, pas du rendement au sens traditionnel, mais une forme d'augmentation du nombre de Bitcoin par action et donc une forme de levier additionnel pour l'actionnaire, sans prendre en compte la possibilité pour le premium de se maintenir. C'est Oui. pas parce qu'on fait cette opération que le premium ne continue pas à avoir une certaine vie en tant que telle. Et donc ce qu'on a vu, c'est qu'après l'opération de mars, en décembre, on avait un premium de x8 à peu près. En mars, on a réussi à le transformer en net asset value, avoir un premium de plutôt x2 après opération. Et au fur et à mesure, le premium a réaugmenté. On a réussi à faire d'autres opérations pour lever 100 millions d'euros supplémentaires. Et le premium a encore continué à augmenter. Et donc à chaque fois que le premium augmente, ça augmente la responsabilité de la société à lever plus de capital d'une manière très relutive pour acheter plus de Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est que plus le premium est élevé, plus la société est capable de générer du BTC Yield. Parce qu'en fait, plus on vend les actions chères sur le marché, plus on est capable d'acheter l'équivalent de Bitcoin moins cher pour la société. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant pour des investisseurs de long terme. Ça permet en fait, au fur et à mesure, d'avoir une augmentation de Bitcoin par action qui n'est pas vraiment disponible ailleurs. Quand tu dis relutive, c'est que l'investisseur ne se fait pas diluer. Alors, de manière concomitante, l'investisseur subit une dilution, puisque le nombre d'actions augmente, une levée de capital, émission de nouvelles actions. En revanche, à côté, on augmente le nombre de Bitcoin de manière plus agressive que l'augmentation du nombre d'actions. Et donc, la relution en termes Bitcoin, ça peut être une perte en termes fiat, puisque en euros, il est possible que le Bitcoin baisse soudainement, et alors, même si le nombre de Bitcoin par action augmenté, il se peut que l'action vaille moins cher. Mais en termes Bitcoin, pour un investisseur qui croit au potentiel futur du Bitcoin, eh bien, si la relution Bitcoin est supérieure à la dilution, alors c'est relutif. Je vois. Et alors, c'est quoi les différentes manières de lever justement de l'argent pour aller acheter des bitcoins? Parce que je crois que Stratégie a été assez innovant dans les méthodes et les manières de faire. Effectivement, donc, en synthèse, tout ce qui se fait dans l'écosystème financier traditionnel a vocation à arriver sur le Bitcoin. Mais en fait, peu à peu, les Bitcoin Treasury Companies vont adresser différentes espaces de poches de capital dans le monde. Et donc la première évidente, c'est la levée en equity, donc l'émission d'actions, soit en placement privé, donc réservé à certains investisseurs professionnels, soit en offre publique. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la dette. Donc la dette, elle peut être utilisée de différentes manières, mais la principale qui a été utilisée jusqu'à présent pour les Bitcoin Treasury Companies, c'est la dette convertible en actions. C'est de la dette que l'on peut payer en actions. Donc on n'a pas besoin de rendre du cash. On n'a pas besoin finalement de payer le détenteur de cette dette. On peut le rembourser, mais en actions directement. Et donc l'investisseur prend le pari que l'action va performer et donc qu'il se fera payer plus que prévu, mais il prend la protection que si la société ne fonctionne pas, alors il pourra récupérer l'euro. Et donc, ça introduit un aspect de risque, effectivement, puisque les termes sont que sur 5 ans, si la société n'est pas capable de voir une conversion de la dette en action, alors la société devrait avoir à rembourser en euros. Oui, c'est un risque pour la société, mais pas pour l'investisseur pour le coup, puisque l'investisseur il met 1000 euros. Si jamais la société performe, alors il va récupérer des actions et donc il va gagner de l'argent. Par contre, si elle ne performe pas, il est censé récupérer l'argent qu'il a investi. Voilà. Alors c'est quand même aussi un risque pour l'investisseur, puisque si la société fait vraiment complètement faillite, il encourt quand même le risque de ne pas être remboursé aussi, mais il serait dans les premiers à devoir être remboursé. Oui, parce que c'est des obligations, c'est ça, sont prioritaires par rapport aux actions. Lorsqu'il y a une faillite et un remboursement. Exactement. Alors ça, c'est le modèle qui a beaucoup développé Stratégie aux États-Unis. Il faut savoir que pour faire des obligations convertibles en monnaie fiduciaire, en fiat, en euros ou en dollars, il faut avoir des tailles de bilan considérables. Nous, ce qu'on a voulu faire, Blockchain Group en Europe, c'est le même instrument mais sans risque de crédit, sans risque de défaut pour la société. Et donc, comment on a fait ça? On a fait de l'obligation convertible, mais libellée en Bitcoin. C'est-à-dire qu'on a pris des souscriptions à partir d'un SPV au Luxembourg. C'est un véhicule dédié à un certain objectif
qui est de recevoir du Bitcoin, de le conserver, de ne pas y toucher, bien sûr, et le cas échéant, si les conditions sont remplies, de pouvoir permettre la conversion de cet instrument-là dans des actions de la société mère en France. Et donc, on a reçu des bitcoins directement d'investisseurs légendaires, Adam 600, Back, c'est ça? 600 bitcoins? voilà, à peu près 580 en total acquis pour la société. Et donc, on a reçu du bitcoin directement. En échange, on a donné un titre de dette convertible en actions de la mère. Et donc, deux scénarios. Soit le bitcoin échoue et globalement, dans ce cas-là, effectivement, c'est difficile pour la Bitcoin Treasury Company. Hein, on ne va pas se le cacher. Et dans ce cas-là, ce que la société doit rendre, c'est du bitcoin. Ouais, c'est ça. Et donc, nous avons du bitcoin, la dette est en bitcoin, pas de risque de crédit. Ouais. Voilà. Parce que quand tu lèves de la dette, tu vas avoir... Alors, là où c'est fort, c'est que vous et Stratégie, il n'y a pas d'intérêt en plus sur la dette que vous levez. C'est ça qui est assez fou. Exactement. Alors, Stratégie, sur certains instruments, a payé un tout petit taux d'intérêt, mais c'est totalement minuscule. C'est-à-dire que même leur business de business intelligence est capable, en gros, quasiment de couvrir ces frais-là. Donc, c'est extrêmement Ouais, parce minime. que j'ai vu, je crois que c'est une trentaine de millions par an et ils font Voilà, 110, exactement. 120 millions. Donc, c'est tout à fait minime. Et en plus, ils ont une capacité aux États-Unis de lever aussi de l'argent en equity de manière permanente qui leur permet d'être assez à l'aise sur ce sujet-là. Même pour Stratégie, le risque est extrêmement minime puisque à chaque fois, c'est toujours des maturités de plus de 4 ans. Et donc, c'est pour ça que je parlais du risque qui est celui de l'échec de Bitcoin, puisque si Bitcoin continue sur une tendance relativement positive, sans même être agressive, hein, historiquement, Bitcoin fait entre 30% et 90% de croissance par an. Donc, les conditions de conversion sont que l'action de la société émettrice de la dette convertible doit performer d'environ 30 à 60%. Sachant que la société est constituée principalement de Bitcoin. Donc, si le Bitcoin fait ne serait-ce qu'une performance annuelle, mais sur 5 ans, alors toutes les chances sont pour que cet instrument-là soit converti en action. Mais il y a un risque, c'est que le Bitcoin chute brutalement pour une période prolongée de plus de 4 ans, et même de 5 ans. Ouais. Et là, le risque, c'est quoi? C'est qu'en fait, il faille rembourser la dette. Et le risque, c'est qu'il faille rembourser la dette. Même dans le cas de Stratégie, ils sont très à l'aise puisque, en fait, la valeur de leur dette convertible est considérable, mais elle ne représente que 20 à 30% de leurs actifs en total. Donc le Bitcoin peut faire moins 70%, et ils sont toujours dans une situation où ils peuvent remplir leurs obligations. Et de notre côté, en fait, vu que l'obligation est libellée en Bitcoin, si le Bitcoin va à zéro, on rend du Bitcoin à zéro. Donc le risque est extrêmement faible. Et vous avez lancé... Enfin, il y a une nouvelle manière aussi de lever des fonds. J'ai cru voir que vous avez mis en place avec Tobam. Alors, je n'ai plus exactement le nom en tête, mais est-ce que tu peux nous Voilà. l'expliquer? Donc, alors, il y avait donc les deux instruments de levée en action. Ouais. Alors, il y a je reprends juste pour les différents instruments. Il y a les placements privés. Donc ça, on a utilisé déjà. Il y a aussi l'offre publique. Il y a une forme qu'on a utilisée, c'est l'émission de bons de souscription d'actions. Pour tous les actionnaires. Et en fait, ça permet à tous les actionnaires de recevoir un droit de souscrire à une action à un prix défini. Et donc ça, on l'a fait suite à l'opération de mars pour donner accès finalement à tous les actionnaires aux mêmes conditions que l'opération de dette convertible qu'on avait fait en mars. Et donc ça a été aussi très apprécié par nos actionnaires. Et ensuite, pour faire des offres publiques de montants plus considérables, parce qu'on a une limite à 8 millions sans prospectus auprès de l'AMF, pour aller plus loin en termes d'offres publiques, alors là, il faut un prospectus sur une décision de la société et qui doit être approuvé par le régulateur. Et ça prend bien sûr plus de temps, mais c'est un autre type d'instrument. Ensuite, il y a la dette convertible qu'on a mentionnée juste avant. Et ensuite, il y a également un mécanisme qui vient des États-Unis qui s'appelle le ATM, At the Market, donc c'est au marché. C'est la capacité d'émettre des actions à des prix équivalents au marché. Et donc, c'est une manière efficace de lever du capital de manière continue pour une société. Donc, aux États-Unis, la société est capable d'émettre des actions et de les vendre sur le marché directement avec un intermédiaire. Cette capacité-là n'existe pas en tant que telle en France et au Japon, par exemple. Et donc, ce qu'a fait Metaplanet au Japon, c'est d'émettre des actions sur le marché au fur et à mesure via un intermédiaire qui a la capacité de les réallouer par la suite
au prix de la veille. Donc pas au prix exactement du jour même, mais au prix de la veille. Et ce programme a extrêmement bien marché. Metaplanet est passé d'une capitalisation de 15 millions à maintenant 2 milliards, 4 milliards. Donc ça marche plutôt bien. Ouais. De notre côté, on est déjà passé d'une capitalisation de 15 millions à maintenant 600, 700 millions. Donc ça marche Pas plutôt mal bien aussi. aussi. Mais on n'a même pas encore fait d'offres publiques. Et on n'a même pas encore fait, ou en tout cas on vient tout juste de commencer, les programmes équivalents ATM. Et donc ce programme équivalent ATM, on l'a lancé en partenariat avec Tobam, qui est donc cet investisseur stratégique dans la société et qui est l'asset manager, gestionnaire d'actifs leader du marché Bitcoin en France depuis 2017. Et donc ce que vient faire ce programme, c'est la capacité pour Tobam, sans qu'on ait à les payer d'ailleurs, de manière indépendante, de pouvoir souscrire à des actions nouvellement émises par la société au prix de la veille. Donc soit au prix de la veille, soit, si c'est plus haut, à la moyenne pondérée des volumes de la veille. Et ce que ça permet, c'est que Tobam peut également vendre des actions sur le marché, etc. Ce que ça permet, c'est de transformer du premium en Bitcoin sur le bilan de manière plus continue. Parce qu'auparavant, on était obligé à chaque fois, nous, le Blockchain Group, de trouver des investisseurs qui voulaient investir dans de Blockchain Group, dans des conditions même comparables au marché, mais de les regrouper et de faire une levée en placement privé. Et là, ce que permet l'ATM, c'est l'équivalent d'un ATM, avec Tobam, c'est de pouvoir faire des opérations de manière continue, quasiment tous les jours potentiellement, et toutes les semaines, etc., en fonction des conditions de marché, mais d'une manière encore plus relutive qu'aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, en fait, il n'y a pas vraiment de limite. Donc la société peut vendre en permanence des actions, même si ce n'est pas forcément relutif pour les actionnaires. Ce n'est pas ce que fait Stratégie, bien entendu, puisqu'ils font attention, et ils font en sorte que ça soit toujours émis à un premium aussi, pour que ça permette de générer un nombre de bitcoins par action qui augmente. En revanche, le programme qu'on fait avec Tobam, la spécificité, c'est que Tobam souscrit au prix de la veille. Et donc, ils ne sont incités à souscrire que en fonction de la journée, s'ils veulent vendre des actions, que si le prix de l'action sur le jour est plus élevé que le prix de la veille. Et donc, ça permet d'activer ce mécanisme uniquement dans des conditions de marché où l'action est en train d'augmenter. Donc, ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas, c'est la structure principale du programme. Et ce que ça permet, c'est d'avoir ce qu'on appelle une espèce de long-only programme, donc une espèce de programme où l'investisseur, ou en tout cas le partenaire, est dans des conditions où il est aligné avec les intérêts de la société. C'est-à-dire qu'il est dans la direction d'une hausse, en tout cas une vision d'une hausse potentielle du cours au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que Tobam peut conserver en fait ses titres au fur et à mesure des opérations. Alors que les partenaires de programmes de at the market aux États-Unis, pas forcément. Et donc c'est un programme qui est finalement encore plus relutif potentiellement pour les actionnaires que des programmes aux États-Unis. Oui, ok, parce qu'ils achètent que si le prix de l'action est supérieur à celui de la veille, donc intéressant pour les actionnaires déjà existants et pas... Ça permet de ne pas casser, en fait. Imaginons que le cours baisse, alors ça n'augmenterait pas la baisse, par exemple. Voilà. Mais justement, ça pourrait pas empêcher la baisse s'ils achètent pendant que l'action est en train de baisser. Alors, en fait, quand on émet des actions pour qu'ils participent à une nouvelle augmentation de capital, ça ne fait pas un ordre d'achat sur le marché. Ce que ça fait, c'est l'émission de nouvelles actions. Et donc après, Tobam est libre d'acheter ou de vendre ses actions. Et donc, ces actions nouvellement émises au prix de la veille ne viennent pas ajouter un ordre d'achat sur le marché. Et c'est pourquoi, si le prix baisse, alors ça ne vient pas non plus baisser encore plus le prix. Voilà. J'ai compris. Et du coup, tu parlais du premium. Qu'est-ce qui pourrait faire que ce premium se resserre au fur et à mesure? Peut-être que plus il va y avoir de Bitcoin Treasury, plus le premium risque d'être moins intéressant, enfin moins élevé en tout cas pour celle existante. Ou alors, tu penses qu'il va y avoir quand même une certaine différence entre les entreprises qui font ça avec des stratégies, vous qui faites très attention à cette valeur relutive, donc le nombre de Bitcoin par action, et d'autres qui
vont peut-être essayer de tenter un dernier coup de poker, entre guillemets, pour essayer de relancer leur action qui est en chute ou la société qui est en grosse difficulté. Et ces entreprises-là vont peut-être faire faillite ou en tout cas vont échouer dans cette stratégie-là parce que pas assez renseignées, pas assez bien accompagnées et pas la volonté en fait vraiment de mener à bien cette stratégie. Oui. Si vous appréciez le podcast, mettez un j'aime, commentez, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous soutient. Merci beaucoup. Allez, on reprend. Alors là, on est dans un marché plutôt haussier en ce moment. Et donc, il est parfois difficile pour des investisseurs de faire la différence entre une société et une autre. Est-ce que le premium peut être justifié sur une société et pas sur une autre? Est-ce qu'il y a un risque significatif ou pas, etc. Et donc là, c'est important de comprendre que plus le premium est élevé, plus il peut s'agir d'un investissement plutôt long terme. Puisque le risque qui existe, c'est tout à fait que le prix du Bitcoin chute brutalement et que le premium se contracte. C'est possible. Durant un marché baissier, on a vu Stratégie, par exemple, avoir le premium qui a chuté jusqu'à 1, c'est-à-dire pas de premium, voire un petit peu en dessous. Et donc là, les investisseurs qui croyaient au modèle se sont fait un plaisir d'acheter l'action à nouveau. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le premium peut se contracter. C'est possible. En revanche, ce qu'il faut retenir de l'autre côté aussi, c'est que le premium ne veut pas tout dire. C'est-à-dire qu'une société avec un premium de x2, x3 n'est pas forcément un meilleur deal, un meilleur trade, un meilleur investissement qu'une société qui a un premium de x7, x8, x10. Pourquoi? Parce que c'est la jonction entre le premium et la vitesse pour couvrir le premium. Et donc, je donne un exemple très simple. Stratégie, ils ont un premium de x2 aujourd'hui. On a un premium de x10 aujourd'hui, en base totalement diluée, avec les actions émises et à émettre. Stratégie met 1 an et demi à couvrir le premium. Et jusqu'à présent, on met 4 à 5 mois pour couvrir le premium. Donc, il y a une différence à la fois sur le premium et le risque qui est pris. Il y a une différence aussi sur le potentiel de bénéfice de l'autre côté, puisqu'il y a différents facteurs qui rentrent en jeu. Quelle est l'estimation de l'investisseur sur le cycle dans lequel on est? Est-ce que c'est un cycle plutôt haussier encore pendant quelques mois, pendant quelques années, ou un cycle baissier pendant quelques mois, quelques années? Et donc, en fonction de ça, on peut tirer quelques conclusions sur un premium. Et c'est aussi l'analyse de l'investisseur sur la capacité de la société à continuer sur le même rythme de couverture du premium. Et donc, tous ces facteurs-là vont permettre à l'investisseur de se positionner. Et bien souvent, on voit des investisseurs qui viennent prendre des positions, d'ailleurs complémentaires, entre un stratégie, entre un Metaplanet, entre un blockchain group. Et c'est des profils différents, avec des maturités différentes, avec des potentiels de gains différents. Et alors, ce qu'on voit qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés qui commencent à se lancer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les premiums augmentent. Ils ne sont pas en train de baisser. On a Stratégie qui avait commencé depuis très longtemps. Le premium a toujours à peu près oscillé autour de x3 ou x2. Et les sociétés qui se lancent aujourd'hui, Metaplanet, nous par exemple, on a des premiums x3, x5, x10. Et donc, c'est pas parce qu'il y a de nouvelles sociétés qui se lancent que les premiums baissent nécessairement. Ce qui compte, c'est au niveau individuel de chaque société, quelle est la valeur que la société apporte à ses actionnaires. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas de compétiteurs. Notre compétition, c'est nous-mêmes. C'est comme dans la vie. L'important, c'est sa propre trajectoire, c'est la propre évolution qu'on peut avoir. Et donc, si on a un premium de x10, ce qui compte, c'est à quelle vitesse, pour nos actionnaires, on est capable de couvrir ce premium. Et qu'est-ce qui explique que vous le couvrez plus rapidement que Stratégie? Vous arrivez à lever de l'argent plus facilement? Alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'on part d'une base qui est plus basse. Donc, il est plus facile d'augmenter de x15 le nombre de bitcoins sur le bilan quand on a 40 bitcoins que quand on a 500 000 bitcoins. C'est sûr. Voilà. Première observation. La deuxième, c'est que pour comparer ce qui est comparable, par rapport à d'autres sociétés qui ont pu ajouter du bitcoin sur le bilan juste pour un effet d'annonce, nous, en fait, on a une stratégie dédiée. Je suis une personne dédiée à ces stratégies. Je ne fais que ça. Mon focus, tous les jours, c'est de lever du capital pour accumuler le plus de bitcoin possible, le plus rapidement possible, et dans les conditions les plus relutives possibles pour les actionnaires. Je ne fais que ça. Je rêve de ça, je vis de ça tous les jours. Voilà. Et donc ça, déjà, c'est un premier critère. Est-ce que la société a une personne, une équipe dédiée? Oui, non. Voilà. Déjà, il en reste une poignée. Et ensuite, quel est le track record de cette société depuis le lancement de cette stratégie? Et ensuite, quels sont les investisseurs stratégiques de cette société? Voilà.
Et quelles sont les étapes que suit cette société au fur et à mesure. Et donc, bien sûr, c'est une situation que les investisseurs peuvent suivre au fur et à mesure pour se faire leur propre idée. Et alors, quelque chose qui a fortement rassuré nos investisseurs dès le début, c'est la présence d'investisseurs stratégiques comme Adam Back, qui est quand même la seule personne mentionnée dans le livre blanc de Bitcoin. C'est lui qui a inventé l'algorithme du minage de Bitcoin, Proof of Work. Donc, en fait, on n'aurait même pas Bitcoin potentiellement sans lui. Et ensuite, c'est Fulgur Ventures. C'est le plus gros fonds de venture capital Bitcoin. Et la branche investissement de Bitcoin Magazine UTXO Management. Voilà. Et ensuite, c'est une équipe. Donc, on a une équipe de spécialistes de l'ingénierie financière, des marchés de capitaux et du Bitcoin. Donc, on a Jean-François Descaves, qui est un ancien président de société de gestion. On a Ludovic Chechin-Laurent, qui est le cofondateur de Capital Union Bank aux Bahamas. On a Jean-Philippe Quesada-de-Pexoulet, qui est le fondateur d'une des sociétés opérationnelles que j'ai mentionnées, Yorga. Et moi-même, donc directeur de la stratégie Bitcoin et directeur général délégué. Je suis le Bitcoin maximaliste qui vient implémenter la stratégie au niveau européen et mondial. Et donc, on a une équipe on est tous convaincus en fait du Bitcoin, de la Bitcoin Treasury Company. Et on est focalisé à 121% tous les jours pour augmenter le nombre de Bitcoin par action. Et ça fait la différence. Et j'avais vu, alors pour stratégie notamment, qu'il y a des fonds d'investissement qui shortent l'action de MicroStrategy et qui en même temps investissent dans MicroStrategy. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la logique qu'il y a derrière? Alors ça, c'est intéressant puisque c'est un des autres avantages de notre dette convertible libellée en Bitcoin. Dans la dette convertible libellée en fiat, donc en euros ou en dollars traditionnels, les investisseurs institutionnels, ils ont pour mandat d'investir mais aussi de se protéger. Et donc à chaque fois qu'ils investissent en dette convertible libellée en dollars, ils vont aussi shorter l'action en même temps pour se protéger. Et donc, ils considèrent qu'ils sont doublement protégés. Si jamais la société ne peut pas convertir, alors ils récupèrent les dollars. Mais même s'ils ne peuvent pas récupérer les dollars si la société fait faillite, alors ils auront quand même shorté pendant la période. Et donc, ils sont encore, d'une certaine manière, encore protégés. Et donc, c'est une sorte de double protection, mais qui a un certain impact sur le prix de l'action, bien évidemment. Puisque quand quelqu'un shorte le titre, ça veut dire qu'il emprunte des actions pour les vendre, pour les racheter peut-être plus bas après et rembourser. Et donc, ça a un impact sur le cours qui n'est pas le cas pour nous, pour les dettes convertibles libellées en Bitcoin. En fait, nos investisseurs en dettes convertibles libellées en Bitcoin sont totalement longues sur l'action. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'amuser à shorter notre action. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que en fait, la dette convertible libellée en Bitcoin a deux avantages. C'est qu'il n'y a pas de risque de crédit pour la société sur l'opération. Et deuxièmement, en plus, ça n'augmente pas le nombre de shorts sur l'action. Et alors, l'avantage qui résulte de ça, c'est qu'en fait, on n'a pas de limite dans le nombre de bitcoins qu'on peut ajouter à travers cet instrument. Parce que pas de risque de crédit et pas besoin, en fait, d'avoir un marché du short extrêmement développé. Donc, possible aussi pour une société d'une taille plus petite. Donc, voilà le mécanisme qui fait que pour des investisseurs institutionnels, ils ont tendance à prendre une position qui peut même être longue, c'est-à-dire orientée vers la hausse, mais aussi se protéger avec un short qui permet d'avoir une forme de petite assurance en cas de baisse forte du cours. Et on voit aussi, nous, se développer un marché de prêt de titres de Blockchain Group par des actionnaires qui prêtent leurs titres, qui obtiennent un taux d'intérêt. Et ces titres-là sont utilisés par d'autres investisseurs institutionnels pour se hedger et shorter l'action. Et finalement, ça nous arrange aussi. Plus il y a de short, plus il y a de volume, plus les institutionnels peuvent se positionner avec un marché des options en fait, qui est développé, et plus ça nous permet aussi de les liquider au fur et à mesure, puisque quand le Bitcoin augmente, leurs positions peuvent se faire liquider en tant que short, et donc on les accueille avec grand plaisir en tant que nouvel actionnaire. D'accord, je vois. Et comment est-ce que vous achetez vos bitcoins? J'imagine que vous passez via des plateformes, des plateformes d'échange en OTC, c'est-à-dire over the counter, pas sur le marché pour pas influencer trop le cours du Bitcoin. Comment est-ce que ça se passe un peu Ouais. Alors, des sociétés comme Strategy qui achètent pour des fois 1 milliard de dollars de Bitcoin, effectivement, peuvent avoir un petit impact sur le marché et ils passent parfois par des plateformes qui permettent d'obtenir, même si c'est de la manière la plus rapide possible, de ne pas avoir forcément d'impact sur le cours. De notre côté, quand on passe un ordre, même si c'est pour 10 millions, 20 millions, c'est pas ça qui fait bouger le prix du Bitcoin. Et de fait,
Si on avait attendu pour nos achats initiaux notamment, pour acheter du Bitcoin, on aurait eu des prix qui étaient moins bons. En fait, on a acheté du Bitcoin juste avant l'élection de Donald Trump, ce qui était plutôt un bon timing. En fait, le prix n'a pas d'importance pour nous. On considère que le Bitcoin va vraiment à l'infini en termes de fiat, c'est-à-dire qu'on considère que les monnaies fiduciaires vont à zéro. Et donc, dans ce contexte-là, acheter du Bitcoin à n'importe quel prix fait du sens. Ce qui compte, c'est que le Bitcoin est le réseau le plus décentralisé et sécure qui assure une offre complètement fixe de 21 millions. Dans ce contexte-là, le prix en euros n'a pas vraiment d'importance en tant que tel. En revanche, une partie importante de la stratégie, vu qu'on sait que les monnaies fiduciaires ont tendance à aller vers zéro, c'est d'acheter le plus vite possible. Et donc, quand on obtient les fonds, eh bien, on passe en fait un ordre au marché auprès de nos banques partenaires pour acheter le Bitcoin directement. Après, si on a des tailles d'achat de l'ordre de 1 milliard, 2 milliards, ce qu'on nous souhaite, bien entendu, alors là, effectivement, on passera peut-être aussi par des partenaires de ce type-là. Mais pour l'instant, c'est d'une simplicité sans nom. On travaille avec des banques qui gèrent tout ça pour nous. Nous, on n'a pas accès en fait au Bitcoin, hein. Donc, les banques le gèrent pour nous. La banque de Lubac en France et la banque Swissquote au Luxembourg. Donc, c'est deux banques régulées selon les règles françaises et européennes, avec des audits, etc. Et donc, cette gestion-là est déléguée aux banques. Vu qu'on est une société cotée, c'est beaucoup mieux d'avoir des partenaires de type bancaire régulé pour acheter et conserver les bitcoins. Entre les ETF, stratégies, vous et toutes les Bitcoin Treasury qui commencent à se lancer, on a, je crois, c'est 1,1 ou 1,3 million de Bitcoin qui sont détenus par ces sociétés-là. Comment ça se fait que le prix n'a pas déjà explosé? Je me pose toujours cette question-là. Je me dis, mais qui vend du Bitcoin à ces sociétés-là? Oui, en fait, on est toujours étonné de pouvoir échanger des euros et de recevoir du Bitcoin. Puisque l'objectif est bien évidemment d'accumuler le plus de Bitcoin possible pour les individus, les familles, les sociétés, les gouvernements. Mais il se trouve qu'il y a toujours des personnes qui peuvent avoir eu du Bitcoin depuis 10 ans. Et en fait, il se peut qu'ils veuillent le vendre à un certain moment pour avoir des dépenses. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de Bitcoin qui est détenu par des individus. Et ça représente encore 70% à peu près du nombre de Bitcoin. Donc, c'est assez significatif. Et en fait, en termes de nombre de Bitcoin, certes, il y a beaucoup d'achats de Bitcoin, mais le prix a fortement augmenté comparé aux Bitcoin qui avaient été achetés auparavant en termes de nombre. Et donc, en fait, des ventes peuvent venir rencontrer la demande. Maintenant, on peut aussi envisager que ça ne va pas complètement durer. Aujourd'hui, le nombre de bitcoins minés, environ 450 par jour, est inférieur à la demande. Donc il y a plus de demandes d'achat qu'il y a de bitcoins minés par jour, rien qu'avec les Bitcoin Treasury Company et les ETF, etc. Si on part du principe que tous les bitcoins minés sont instantanément vendus par les mineurs, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas forcément le cas. Donc on voit qu'il y a quand même un choc d'offres et de demandes qui fait qu'on est quand même passé d'il y a 2 ans de 20 000 $ à 100 000 $. Hein. C'est pas rien. Mais voilà, quand est-ce qu'on va passer de 100 000 $ à 1 million de dollars? Personne ne le sait. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est inévitable. Soit le Bitcoin va à zéro, soit le Bitcoin va à 1 million, à 5 millions, à 10 millions. Peu importe, puisque en fait, un Bitcoin égale un Bitcoin. Ce qui compte, c'est le nombre de Bitcoins que l'on a. Et ce nombre de Bitcoin, après, est libellé dans une unité de monnaie fiduciaire qui, finalement, sur du moyen long terme, n'a pas vraiment d'importance. Ça a une importance pour des traders de court terme, mais pas pour des investisseurs de long terme. Vous avez déjà réfléchi au fait que si tous les bitcoins sont immobilisés dans des ETF, dans des entreprises qui ne veulent absolument pas les bouger, il est possible que ça fragilise le réseau et notamment les mineurs qui sont rémunérés grâce aux nouveaux bitcoins émis et grâce aux frais de réseau. Mais plus on va avancer dans le temps, moins il y aura de nouveaux bitcoins qui seront émis. Et les frais, si le réseau n'est pas utilisé et si 80% des bitcoins sont immobilisés, entre guillemets, il n'y aura plus de frais ou peu de frais pour rémunérer les mineurs. Est-ce que toi, tu as déjà réfléchi à ce cas-là? Est-ce que tu penses qu'il y aura des sociétés comme la vôtre qui vont sponsoriser, entre guillemets, ou qui vont en tout cas faire du minage parce que c'est leur business, en fait, tout simplement?
En fait, Bitcoin a vocation à devenir la réserve mondiale de valeur, puisque c'est l'actif le plus rare et qui a tendance à capturer comme un trou noir les capitaux long terme dans le monde. Les capitaux long terme dans le monde, c'est environ un quadrillion de dollars, donc 1000 trillions de dollars. Et Bitcoin pourrait capturer environ 100 trillions, 200 trillions dans les dollars d'aujourd'hui, sans même prendre en compte l'inflation future. Ça représente à peu près la capitalisation de la monnaie dans le monde, et même ça pourrait être tout simplement une partie de la dette souveraine, de la dette qui représente environ 300 trillions. Donc le marché est gigantesque. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est 2-3 trillions. Et donc, C'est ça, 2000 c'est milliards comme ça de qu'en dollars. fait, on calcule qu'un Bitcoin peut aller potentiellement à 5 millions, 10 millions de dollars à horizon 5 ans, 10 ans. C'est un potentiel, ça peut aussi être zéro, hein, c'est possible. Mais toute chose égale par ailleurs, avec le Bitcoin qui resterait décentralisé et sécure, alors le Bitcoin absorbe en fait le capital, puisque toutes les personnes riches dans le monde et toutes les autres personnes dans le monde ont vocation à vouloir garder un actif qui conserve sa valeur dans le temps, pour conserver la valeur de son travail. Et donc la question c'est, est-ce que la concentration du Bitcoin dans quelques institutions et quelques entreprises ne rend pas le Bitcoin moins décentralisé? À cette question, je réponds qu'il est vrai, qu'il est très probable, puisque l'être humain adore la facilité, que 90% du Bitcoin se retrouve détenu à travers des institutions, à travers des entreprises, etc., à horizon 10 ans ou 20 ans. C'est possible. C'est aussi possible que à un certain moment, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, il y a un événement qui fasse que les gens prennent peur de fait de confier la conservation du Bitcoin à des intermédiaires. Et à nouveau, il y a un effet comme ça de reprise de contrôle du Bitcoin. Et donc, il y a des cycles un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on voit que le Bitcoin va vers des plateformes d'échange. Ensuite, il y a un événement majeur comme FTX. Ça revient d'un point de vue plus souverain vers les individus. Ensuite, les individus refont confiance à des institutions. Oui, Et parce voilà. que si je veux récupérer mes bitcoins, je suis obligé de vendre les actions et de racheter des bitcoins sur le marché. Du coup, Exactement. sauf si j'ai Oui. investi en bitcoin. Dans le cas effectivement, d'un ETF ou dans le cas d'une Bitcoin Treasury Company, effectivement, sauf pour un ETF où là, certains envisagent la possibilité de redeem in kind, c'est-à-dire de reprendre le Bitcoin en nature. Ouais. Donc ça sera aussi possible. Mais une Bitcoin Treasury Company n'est pas un ETF. Une Bitcoin Treasury Company, c'est son Bitcoin. Quand un investisseur retire de l'argent, ce n'est pas retirer de l'argent de l'entreprise. C'est vendre une action, mais l'entreprise garde le Bitcoin. C'est ça d'ailleurs qui rend notre modèle extrêmement robuste. C'est que quand un actionnaire vend des actions, nous on garde le Bitcoin. Et donc si on est capable d'augmenter la valeur sous-jacente, grâce au nombre de Bitcoin par action, alors même si les actionnaires, certains vendent des actions, le prix peut baisser pendant un court terme, mais en fait, il y a une valeur sous-jacente qui peut avoir tendance à augmenter. Je t'ai coupé, pardon, sur le... Donc, sur le mécanisme, effectivement, l'être humain a tendance à faire ce qui est le plus simple. Il est probable que les institutions et les corporates se dédient à développer des solutions extrêmement simples pour avoir une exposition au Bitcoin. Il est possible aussi que beaucoup d'individus prennent une exposition au Bitcoin via des Bitcoin Treasury Companies. Pour beaucoup d'investisseurs, c'est quelque chose qui est éventuellement même peut-être plus sécure. En fait, tout le monde n'est pas prêt à détenir des clés privées. C'est une bonne chose que tout le monde apprenne à détenir des clés privées, très certainement. Mais pour beaucoup d'investisseurs, c'est beaucoup plus simple d'investir directement dans leur compte titre traditionnel géré par leur banque, etc. Et donc ça, c'est forcément un avantage fort. Et c'est ce qui fait qu'il y a une tendance aussi forte à ce que les bitcoins aillent vers les Bitcoin Treasury Companies et vers les institutions financières. Mais alors, ce qui se passe et ce que beaucoup ne voient pas, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a un modèle qui est assez concentré, où on a très peu de conservateurs de Bitcoin institutionnels. Donc aujourd'hui, il y a Coinbase qui détient 90% des émetteurs d'ETF de leur Bitcoin. Il n'y a que Fidelity et un autre qui ont leur propre modèle de conservation. Et... enfin, autre que Coinbase. Et côté Bitcoin Treasuries, on voit bien que c'est quelques sociétés dans le monde qui vont avoir une part importante du nombre de Bitcoin. Aujourd'hui, nous, on fait partie du top 25 mondial à peu près. Et donc, on voit bien que le nombre de Bitcoin va avoir tendance à aller vers les sociétés qui sont les plus rapides, les plus efficientes, etc. Et donc, tu penses qu'il va y avoir
que vous allez sponsoriser des mineurs, ou en tout cas que vous allez devoir, pour sécuriser le réseau, être en capacité de rémunérer des mineurs plus que ce qu'ils pourraient gagner Alors, sans... et voilà. Et donc, c'est là où j'arrive au point de la décentralisation. C'est que même si on est en train d'assister à du Bitcoin qui va vers de la conservation par des institutions et des corporates, on a tendance à voir que toutes les banques ont vocation à détenir du Bitcoin pour leurs clients et même pour leur propre compte. Tous les corporates ont vocation à détenir du Bitcoin pour leur propre compte. Et donc, en fait, on assiste aussi, en même temps qu'il y a une sorte de centralisation de la conservation via des intermédiaires, on assiste aussi à une décentralisation des intermédiaires. Puisqu'en fait, aujourd'hui, il n'y a que quelques banques qui vraiment offrent le service d'achat, vente, conservation de Bitcoin. Dans 5 ans, dans 10 ans, 90% des banques permettront d'acheter, vendre, détenir du Bitcoin sous une forme ou sous une autre. Et donc, dans 5 ans ou dans 10 ans, aussi, il y aura certainement au moins 50%, 70% des corporates qui auront du Bitcoin sur le bilan. Et donc, dans ce contexte-là, on voit que certes, il y a une forme d'intermédiation qui est en train de se passer via les applications qui sont en train de se développer pour faciliter l'accès. Mais en même temps aussi, la conservation du Bitcoin est en train de se décentraliser grâce au fait qu'on a plus de custodians, de conservateurs qu'avant. Avant, c'était le choix entre la conservation individuelle ou une plateforme d'échange. Et maintenant, on a déjà le choix entre une plateforme d'échange, une banque, une exposition via une Bitcoin Treasury Company, une exposition via un ETF, et on voit qu'il va y avoir des centaines et des milliers de formes d'exposition et de conservation du Bitcoin. Et donc, de cette manière-là, ces entités-là sont en compétition également. Et donc, ce qu'on voit, c'est en fait le début d'une décentralisation de l'institutionnalisation. Et ça rend aussi le réseau plus robuste. Et les acteurs ont tendance à demander la capacité de transférer du Bitcoin directement. Et donc, les intermédiaires financiers vont avoir les demandes récurrentes de leurs investisseurs, de leurs clients, de pouvoir transférer du Bitcoin d'une banque à une autre. Et donc, dans ce cadre-là, en même temps que Bitcoin est en train de devenir l'actif centre au cœur névralgique des marchés de capitaux digitaux et qui devient le meilleur actif de collatéral, alors il est très probable que de nouveaux cas d'usage émergent et que de nouvelles types de transactions pour le Bitcoin émergent, et même peut-être même plus que maintenant. Entre le Lightning sur les paiements, certes ça n'alimente pas directement les mineurs, mais avec le Bitcoin qui se propage et son institutionnalisation et l'adoption par les gouvernements, et l'implication des gouvernements dans l'achat potentiel et dans le minage de Bitcoin, on voit bien que le minage a tendance à devenir une activité même géopolitiquement importante qui, en fait, dont les gouvernements auront besoin pour s'assurer d'avoir accès à la capacité de faire passer des transactions. Ok. Ouais, donc tu vois même pas le réseau forcément baisser en termes d'activité là-dessus. Non, Okay. même augmenter. Petite dernière question. C'est quoi les prochaines étapes pour The Blockchain Group? Vous avez prévu de devenir une banque Bitcoin? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est de continuer exactement le même plan que ce qu'on a défini, c'est-à-dire de lever le plus de capital possible pour accumuler le plus de Bitcoin possible, le plus rapidement possible, et dans les conditions les plus relatives possibles pour les actionnaires. Et ça veut dire maximiser le nombre de Bitcoin par action sur une base totalement diluée au fil du temps. Et donc, on a publié un plan sur 8 ans qui consiste à avoir l'objectif d'accumuler 1% de l'offre totale de Bitcoin, c'est-à-dire environ 210 000 Bitcoins sur une période de 8 ans et environ 21 à 42 000 Bitcoins à horizon 3 à 4 ans. Et donc, ça, c'est un objectif ambitieux, mais sur lequel on travaille tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et 365 jours de l'année. Vous pouvez compter sur nous. Et donc, on y travaille tous les jours. Et si le Bitcoin, dans la même période, atteint entre 1 2 millions d'euros ou de dollars par Bitcoin d'ici 2033-35, alors, si on atteint cet objectif, si on exécute notre plan comme on l'ambitionne, alors The Blockchain Group pourrait devenir la société européenne la plus valorisée en Europe. Merci beaucoup Alexandre, j'espère que ça aura été beaucoup plus clair pour nos auditeurs. Merci. Qui comprennent un petit peu mieux Merci les beaucoup. Bitcoin Treasury. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Merci. À très vite. À plus.